Découvrez la checklist du cold emailing pour améliorer votre taux d'ouverture. Vraiment, l'art de pouvoir développer votre business, c'est de pouvoir avoir une liste de contacts avec qui vous allez pouvoir communiquer facilement sans être dépendant de tiers comme de Facebook, Instagram, LinkedIn. Pourquoi ? Car de nombreuses entreprises ont pu se faire fermer leur page Facebook, leur compte Instagram, car à un moment, Facebook a considéré que la publicité était pas intéressante pour Facebook. Ils ont considéré que les photos n'étaient pas bien. Et ils peuvent vous fermer votre compte sans rien vous dire. Et ensuite, vous pouvez rien faire. Combien de fois on m'a appelé, mais Franck, s'il te plaît, fais quelque chose. Je sais que tu bosses à Station F. Il y a le bureau de Facebook. Va les voir. Mon entreprise peut fermer. Car j'ai plus de page Facebook et c'était la façon pour moi de communiquer avec mes clients et j'ai aucun coordonnées de clients, j'ai pas leur téléphone, j'ai pas leur mail. Comment je fais pour vendre? Et là, je leur dis tu peux rien faire. Si Facebook a déterminé que tu fermes ta page, c'est mort. Donc on va voir ensemble comment ne plus être dépendant de qui que ce soit pour que tu puisses réussir ton business digital. Je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC, fondateur d'un centre de formation qui peut t'aider à développer tes compétences car nos formations sont certifiantes et en plus elles sont subventionnées par le gouvernement. 100% de nos clients n'ont jamais rien avancé, payé après nos formations et certifications en ligne car on trouve toujours une ou plusieurs subventions qui va te permettre de développer ton business dans le digital. Donc on va voir vraiment les atouts de réussir ce que j'appelle moi le cold emailing avec 5 astuces que tu vas pouvoir mettre en place et 3 conseils pratiques. La pratique du cold emailing, déjà, elle est réservée en B2B. Pourquoi ? Parce qu'avec le règlement général de la protection des données, le RGPD, qui a été appliqué il y a peu de temps pour toutes les entreprises en France, par les différents gouvernements donc, européens, il n'est plus possible de contacter un particulier qui n'a pas donné son accord en amont. Donc, tu ne peux pas faire d'emailing à un particulier, mais tu peux le faire à une entreprise pour proposer tes services en lui laissant la possibilité de se désinscrire en un clic, en lui expliquant comment tu conserves ces données. Et très clairement, aujourd'hui, le cold emailing a baissé et en même temps, la facilité pour le faire s'est accru et il est de plus en plus simple de pouvoir obtenir des très bons résultats en emailing. Et nous, chez Business Digital, pour développer nos ventes, on a mis en place différentes actions. Ça va être, par exemple, de la publicité sur Facebook, ça va être de la publicité sur Google, ça va être de la relation client via ce qu'on appelle du cold call, ou enfin la prospection téléphonique, ça va être des envois de messages sur LinkedIn, ça va être l'emailing. L'emailing est quand même la solution la plus économique pour le mettre en place. Et on va voir justement avec ces 5 astuces comment tu vas pouvoir le faire. Alors, il faut que tu puisses contacter tes prospects sur une adresse email professionnelle et non personnelle. Donc, l'adresse email de ton destinataire doit être une adresse email pro. Tu ne vas pas le déranger à titre perso. Et en fait, ce système de cold emailing s'améliore de jour en jour. Et en fait, on découvre vraiment encore mieux comment avoir un très bon taux d'ouverture. Et ce taux d'ouverture est un des indices phares pour savoir si tu as réussi ta campagne d'email marketing. Alors en fait, comment est calculé ce taux d'ouverture? Il est calculé en pourcentage du nombre d'emails délivrés et du nombre d'emails ouverts. Quel est le bon pourcentage d'un taux d'ouverture? Ça dépend de ta cible de contact et de l'envoi le plus personnalisé possible. Et souvent, quand on fait du cold emailing, ce qui est très important, c'est déjà vérifier les adresses email valides. Donc, il y a plusieurs sites internet où tu vas pouvoir donner ta liste d'emails et ils vont vérifier si toutes les adresses email sont valides. Par exemple, il y en a plusieurs. Il y a thechecker.co qui peut le faire en quantité. Tu en as d'autres qui en font. Tu regardes sur internet
checker mes emails. Tu peux même m'écrire un commentaire, je te mettrai les différents liens de différents prestataires que j'utilise, qui sont tous différents, parce qu'il y en a certains qui vont me retrouver d'autres informations, il y en a qui vont vraiment être à une très bonne qualité, ils vont vraiment m'enlever tout ce qu'on appelle les bounce, donc les adresses email invalides, mais à des tarifs très élevés. Puis des fois, quand je veux faire une campagne d'emailing pour plusieurs centaines de milliers de personnes, et ben là, je prends des services où ça va être beaucoup plus économique, comme je te parlais de TheChecker.co. Et voilà, je cherchais le nom. Là où c'est un très bon service qui est un peu plus élevé, ça s'appelle Drop Contact, avec le fondateur qui s'appelle Denis Cohen, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à Station F, et qui est quelqu'un de vraiment fantastique, parce qu'il s'y connaît très bien dans l'art et la manière de pouvoir te donner des conseils. Donc je t'incite aussi d'ailleurs à voir le contenu que Drop Contact crée sur LinkedIn ou autre, et ils ont des systèmes où en fait ils vont s'intégrer avec ton CRM pour pouvoir être sûr que concrètement les mauvaises adresses email s'enlèvent, et on va ensuite garder que les bons emails pour que tu puisses réussir. Alors, quel est le but d'un cold emailing? Le but d'un cold emailing, c'est déjà de nouer un premier contact. Je te conseille de pas envoyer un email avec ton catalogue produit en termes de cold mail. La personne ne te connaît pas, il ne va pas regarder ton catalogue et te commander tout de suite. Ça pourrait être pas forcément. Enfin, concrètement, tu auras moins de résultats, je pense, que si tu dois nouer un premier contact. D'abord, ça peut être en apportant de la valeur. C'est-à-dire que tu connais ton produit, ton service, et tu sais surtout quels sont les problèmes qu'ont tes prospects. Comment tu vas pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes? Quels sont les avantages qu'ils ont peut-être de lire ton email? Ça va être de leur apporter de l'information utile et pratique qui va répondre à leurs problèmes. Et ensuite, tu vas pouvoir créer une séquence d'emails qui va petit à petit les inciter à te recontacter, te demander plus d'informations, et tu vas pouvoir nouer un échange pour après mettre en avant ton produit, fidéliser ses acheteurs, lancer un événement, acquérir des prospects. Quels sont les bénéfices donc de l'utilisation du cold emailing? Il y a le cold call, la prospection téléphonique à froid, et le cold emailing, c'est vraiment ce qu'on appelle forcément l'emailing à froid, tu as compris. C'est vraiment un premier message que tu vas envoyer. Un des gros avantages, c'est forcément que le coût est très économique. Ça ne coûte quasiment rien. Tu peux le faire avec ton adresse Gmail. Ce que je te conseille, c'est pas utiliser ton compte perso, mais de créer par exemple une adresse email pro. Moi, je peux pas avoir un email qui s'appelle, je crois, Franck Parient Email. Je crois, j'en ai plusieurs, mais Franck Parient Email à Gmail, qui va me permettre d'envoyer des emails pour de la prospection emailing. Pourquoi? Parce que mon adresse email perso, donc franck.parenti@gmail.com, je vais l'utiliser beaucoup plus pour mon utilisation, on va dire, personnelle, pour accéder à mes documents sur Google Drive. Le deuxième avantage du cold emailing, c'est la flexibilité, parce que ça va être très simple de pouvoir le mettre en place. Et puis un système d'innovation, où aujourd'hui tu es capable, avec des extensions comme YAM, Yet Another Mail, donc c'est une extension Google Chrome, où tu vas pouvoir voir en temps réel les emails qui sont envoyés, et après tu as une colonne qui s'appelle Merge Status, où il va te dire voilà, quand est-ce que l'email a été envoyé, quand est-ce qu'ensuite l'email a été éventuellement ouvert, quand est-ce que la personne a cliqué sur le lien, et quand est-ce que la personne t'a répondu. Et donc il y a un système d'agilité où tu peux demander à tes collègues de pouvoir aussi le mettre en place de façon très facile, et ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, nous allons voir une checklist des bonnes pratiques pour booster ton taux d'ouverture. Alors pour réussir, il faut savoir déjà qu'est-ce que ton destinataire voit dans sa boîte de réception. Il voit principalement 3 choses. Le nom de l'expéditeur, donc Franck Parenti, l'objet de l'email, développer vos compétences, et ce qu'on appelle le pré-header, donc souvent ça peut être la première phrase, formation subventionnée à 100%. Donc tu vas accrocher ton audience pour qu'il puisse l'ouvrir. Et il ne faut surtout pas le dissuader. Si tu marques catalogue produit, contrat, prix, conditions générales de vente, toutes ces choses vont le dissuader d'ouvrir ton email, et donc il ne va pas forcément avoir envie d'ouvrir cet email. C'est vraiment, le plus important, c'est vraiment travailler sur ces 3 points clés. Et moi, je t'incite ensuite à pouvoir perfectionner tes emails avec on parlait de l'innovation de l'emailing tout à l'heure,
de faire différents tests, ce qu'on appelle l'A/B testing, et tu vas mieux tester, et surtout, tu vas aussi comprendre les intérêts des utilisateurs. Je fais chaque fois plusieurs tests en fonction de mes destinataires pour voir qu'est-ce qui répond le mieux à leurs problèmes. Et pour que je souhaite une chose, c'est les pousser à ouvrir mes emails. Et c'est pour moi vraiment ce qui est plus important pour réussir à faire mes ventes, c'est le taux d'ouverture. Ensuite, le contenu, on va travailler dessus. C'est dans un autre sujet, ce qui peut être quasiment ce que moi j'appelle le copywriting, donc le métier de concepteur-rédacteur, où là tu vas faire peut-être un message très court, très simple, où tu vas inciter à répondre de façon facile, où tu vas peut-être en donner un peu plus d'informations, mais je t'incite souvent, moi, en premier mail, le mec qui ne te connaît pas, il faut que quasiment en 30 secondes, il ait dit, il te répond ou il te répondra plus. Et donc, il faut vraiment l'accrocher. Et moi, j'aime bien faire des messages très courts. Et forcément, je l'incite toujours, comme c'est le cas avec le RGPD, à le désabonner en un clic. Et d'ailleurs, avec l'extension Chrome, tu as ce système de désinscription en un clic qui marche assez bien. Donc, je te parle des 3 choses à avoir pour l'ouverture de tes call mail. La première chose, c'est le prénom et le nom dans le nom de l'expéditeur. Pourquoi ? Parce que d'après une étude universitaire qu'on a fait, le nom de l'expéditeur aurait un effet plus important sur le taux d'ouverture que l'objet de l'email. Donc il y a 2 choses, comme je te disais, enfin 3 choses, mais l'objet de l'email et le nom d'expéditeur. Le nom d'expéditeur est le point le plus important. Après tout, ce qui est vrai, moi j'ouvre mes emails quand je reçois un email d'un ami où je vois qu'il s'appelle Christine Dupont, que l'email comme Carrefour. Moi Carrefour, un email que le supermarché Carrefour m'envoie, je n'ouvrirai jamais, je crois. Mais si je reçois un email d'une personne qui s'appelle Christine Dupont, je suis curieux de savoir c'est qui cette personne et pourquoi elle m'envoie cet email. Et c'est vrai que comme j'ai l'habitude d'ouvrir des emails avec un prénom et un nom parce que ça peut être de mes amis, si je reçois un autre email, je me dis tiens, est-ce que la personne je la connais ou pas? Et donc ça va créer un système d'emailing qui va être plus affectueux et accueillant que le nom d'une entreprise. Et on l'a vraiment vu. Moi, je ne marque jamais dans mes call mails le nom de mon entreprise business digital. Là, je marque juste Franck Parianti et je vois que j'ai un taux d'ouverture qui peut être beaucoup plus important grâce à ça. Et donc, grâce à ce système d'envoi d'emailing avec un prénom et un nom, les personnes vont être forcément plus aptes à te répondre et nouer une relation avec toi. Et aujourd'hui, on ne veut pas communiquer avec un robot qui nous envoie 10 000 emails, mais on veut communiquer avec un humain qui a pris la précaution d'envoyer un mail. Et donc, le destinataire va répondre à ce mail en espérant un retour et créer un échange. Et l'autre point, c'est forcément, ça va humaniser ta campagne d'emailing pour que tu aies un très bon résultat. La deuxième chose à voir, c'est d'utiliser une adresse email identifiable pour que les destinataires puissent bien vérifier que tu existes. Donc ça peut être par exemple franck.parianti, businessdigital@gmail.com. Et il ne faut jamais envoyer des emails avec service client@businessdigital, contact@businessdigital ou ne pas répondre à businessdigital ou en anglais do not reply, parce que qui va vouloir répondre à un spam de do not reply? Donc c'est surtout les choses à ne pas faire. Personnalise bien tes emails. Ça peut être donc franck.parianti@businessdigital. Quand j'envoie mon email, la personne vous dit waouh, ok, c'est Franck Parianti, c'est Business Digital, et je vais vouloir répondre à cette personne. Donc le troisième sujet, c'est d'avoir l'objet de l'email qui va inciter les personnes à l'ouvrir. Et quand je fais des campagnes de call emailing, je vais segmenter mes bases de destinataires en fonction du problème qu'ils peuvent avoir, et dans l'objet, je vais décrire éventuellement la solution à leur problème de façon courte et rapide. Et souvent, ça peut être les 7 étapes, par exemple, dans le guide des 9 astuces pour développer ton business digital. C'est un emailing qu'on fait avec ensuite un livre qu'on propose. Et donc, le fait de pouvoir créer un objet, l'objet de ton email très court, est un élément clé pour booster le taux d'ouverture de tes emails.
Donc l'objet de l'email, c'est la première chose que tes destinataires vont voir et c'est ce qui va te permettre de pouvoir les inciter à cliquer pour ouvrir l'email et à avoir ce fameux bon taux d'ouverture. Et l'astuce, c'est de personnaliser le plus possible et d'inciter des fois dans l'objet de l'email à mettre, de personnaliser avec le prénom. Donc tu peux faire justement avec l'extension lien, tu mets entre crochets prénom et dans l'objet il y a marqué Franck, votre guide pour booster votre business digital. Et là, nous on se rend compte qu'on a un bien meilleur taux d'ouverture grâce à ça. Ce qui marche aussi assez bien, c'est donc personnaliser avec le prénom, décrire le problème et la solution, et aussi de mettre en place des indicateurs géographiques. Franck, la solution pour développer ton business à Paris. Alors là, j'ai quasiment enfin l'obligation, la nécessité, l'envie, la curiosité d'ouvrir cet email. Donc c'est vraiment ce que je te conseille de faire et donc de mettre plusieurs indicateurs de personnalisation. Ça peut être aussi par rapport au secteur d'activité, par rapport au métier qu'a ton interlocuteur et mettre maximum une trentaine de mots. Il ne faut pas que l'objet soit trop long pour que ça reste pas facilement lisible sur son téléphone ou sur son Gmail afin que lorsqu'il voit ton objet, tu vas capter plus facilement l'attention de ton utilisateur. Et pareil, moi je te conseille de faire des tests sur la longueur de tes objets. Ça peut être des objets très courts, genre êtes-vous curieux? Point d'interrogation. Et tu remets après dans l'objet dans le texte, si vous êtes curieux, voilà le guide qu'on a développé pour développer votre business digital en 2020. Ou ça peut être un message, comme je te disais, beaucoup plus long. Franck, votre guide pour développer votre business à Paris. Et donc, toujours varier. Nous, on passe notre temps à avoir un dossier, par exemple sur Google Drive, avec plusieurs cold mail, donc vraiment plusieurs exemples. Et on fait nos tests et ensuite on analyse les choses qui marchent le plus. Et ce qui marche aussi très bien, c'est faire des emails de plus en plus chaleureux. Les gens ne veulent pas ton catalogue produit, ils ne veulent pas connaître toutes les fonctionnalités qui ne les intéressent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu les aides à avancer et que tu as bien, comme je te disais, décerné leurs problèmes et tu vas répondre à leurs attentes. Et il y a une des choses sur lesquelles il faut aussi jouer, c'est de jouer sur l'émotion de l'email, c'est-à-dire créer vraiment un engagement ciblé. Voilà, les personnes qui étaient comme vous dans les ressources humaines nous ont contactés pour former leurs salariés. Vous pouvez le faire et vous allez être satisfait. Et ces personnes qui étaient dans les ressources humaines ont été félicitées de ça. Comment voulez-vous être félicité? Vraiment travailler sur l'émotion que toi tu vas diffuser et que la personne va dire waouh, je veux aussi être satisfait. Et on va voir ensemble quels sont des exemples d'objets qui jouent sur l'émotion. Premier exemple, tu personnalises Marie, vous allez aimer cet email. Point d'exclamation. Et là, waouh, tu peux ouvrir l'email. Ou une autre chose plus négative, nous sommes vraiment navrés. Et la personne dit, mais non, quelqu'un déjà s'excuse. Et après, tu rentres dans le corps du mail, nous sommes navrés de vous déranger, mais c'était une façon pour nous de nouer un premier contact. Et ce contact, c'est vous offrir ce guide. Bingo. Ou une troisième chose qu'on appelle l'effet FOMO, en anglais, l'acronyme de Fear of Missing Out. Franck, vous avez jusqu'au 31 décembre pour utiliser vos droits à la formation DIF, parce qu'après ça se perd, vous ne pourrez plus les utiliser. Ou un autre message, Claude, c'est maintenant ou jamais. Et donc, quand tu vas jouer sur ces émotions, tu te rends compte que tu fais des études universitaires pour vérifier le taux d'ouverture, et lorsqu'on met des émotions, on a un plus fort taux d'ouverture que si on met des données précises et indiscutables. Donc, joue sur l'émotion que dire « vous devez vous former ». C'est mieux pour développer vos compétences. Bon, ok. Mais comme je te disais, avec l'effet FOMO, genre « Claude, c'est maintenant ou jamais », qu'est-ce qui va se passer? Tu auras un plus fort taux d'ouverture. Et puis après, c'est à toi de travailler le corps de l'email. Donc, on va voir maintenant le cinquième point
qui est de susciter l'intérêt. Donc pour réussir tes emailing, ce que je te conseille, c'est de donner pas toute l'information dans l'objet de l'email, ça sert à rien, mais créer un mystère. Ne jamais chercher à résumer tout ton mail en quelques mots, mais c'est plus une invitation à le découvrir. Et pour ça, l'objet, par exemple, peut être formulé sous la forme d'une question. Ça marche excessivement bien. Exemple, comment réussir sa formation en ligne? Point d'interrogation. Et du coup, ça va inciter tes utilisateurs, tes interlocuteurs, c'est un lapsus, parce que du coup, ces interlocuteurs que tu contactes vont après utiliser ta formation et ils vont en savoir plus pour lire l'email. Et le gros avantage, c'est que les Gmail, par exemple, c'est quels sont le pourcentage d'emails qui sont ouverts. C'est-à-dire que si tu envoies 100 emails, si ton taux d'ouverture est de 100%, Gmail voit que ces emails sont très intéressants. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer à mettre tes prochains emails dans la boîte de réception principale. Si Gmail voit que personne n'ouvre tes emails, donc ton taux d'ouverture ou de délivrabilité est très mauvais, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre tes emails dans la boîte promotion, notification, voire même pire, spam. Et là, c'est fini, on ne te retrouvera plus jamais. Donc, c'est très important pour toi de travailler, comme je te disais, sur le nom d'expéditeur, sur l'objet, sur le pré-header et inciter les gens à ouvrir l'email. Voire mieux, que les gens ouvrent et répondent. Et là, Gmail voit aussi qu'il y a eu des réponses. Et là, tu es sûr, c'est le Saint Graal. Chaque fois que tu vas envoyer des emails à ses destinataires, Gmail va continuer à te mettre dans la boîte de réception. Et une autre chose, si tu veux forcément avoir un bon taux d'ouverture de tes emails, il faut que tes emails, comme je te disais, soient délivrés dans la boîte de réception. Et pour ça, il faut vraiment travailler sur la délivrabilité de tes emails, être sûr qu'ils arrivent bien dans la boîte de réception. Ça peut paraître incroyable, mais il y a beaucoup d'emails qui arrivent dans les spams, même des fois des emails personnels, peuvent être bloqués en fonction soit de Gmail, soit dans l'entreprise. Ils peuvent élever plus ou moins le filtre pour dire il n'y a que des emails quasiment en reply, ou c'est vraiment que des emails personnels de l'entreprise. Et donc, beaucoup d'emails sont pas délivrés. Et donc, pour ça, il faut éviter les mots spammy. Mots spam, genre acheter, vendre, prix, promotion, offre spéciale, réduction, solde. Tous ces termes qui peuvent être beaucoup trop vendeurs vont donner des indicateurs à Gmail ou aux entreprises qui vont filtrer si ton email arrive dans les spams ou pas. Ça, c'est vraiment le premier conseil, bien travailler sur un contenu qui va être de plus en plus personnel. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, tu peux mettre un logiciel pour envoyer tes emails. Il y a par exemple des logiciels qui s'appellent Sendy, S-E-N-D-Y, que tu peux éventuellement mettre sur un serveur. Donc, chez OVH, tu le mets. Donc, ce logiciel va être sur un ordinateur, concrètement, avec une adresse IP. Mais si cette adresse IP est mutualisée avec d'autres logiciels d'envoi d'email, donc tu as d'autres serveurs qui vont utiliser aussi, pareil, Sendy ou d'autres logiciels. Donc, concrètement, tu as un serveur. Dans ce serveur, tu as intégré un logiciel Sendy, comme Sendy ou un autre logiciel. Et donc, tous ces ordinateurs, qui sont des sortes de rack, tac, 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 ils ont une adresse IP, une adresse qu'on appelle Internet Protocol. Concrètement, si par exemple tu envoies tes emails avec OVH, malheureusement, tu peux arriver dans les spams. Pourquoi? Parce que c'est une adresse IP qui est mutualisée et donc les Gmail, les Yahoo, les Outlook, les Live savent que beaucoup de gens utilisent OVH, mettent des logiciels d'envoi d'emailing et que donc tu vas être sur une adresse IP mutualisée. Donc l'astuce c'est soit utiliser Gmail, soit avoir un serveur dédié avec ta propre adresse IP et tu vas vérifier la bonne délivrabilité. Et pour ça, je te mettrai un site qui te permet de le faire très facilement, qui va vérifier si tes emails sont bien délivrés ou pas et si tu as une bonne réputation d'expéditeur. C'est qu'après, hier, j'ai déjeuné avec un client qui a un site internet, mais à force d'avoir envoyé du spam,
Et ben aujourd'hui, chaque fois qu'il envoie même un email à un collègue avec son adresse email pro, ça arrive dans les spams. Et donc, il est obligé de changer tout son site internet. Il est obligé de refaire ses plaquettes pour mettre un autre site internet parce que il ne peut plus jamais utiliser sa boîte n'importe quoi, genre @business digital. Donc peut-être qu'il crée genre @businessdigital.net et maintenant sur toutes ses plaquettes il marque .net pour que parce que il a pas du tout travaillé sa livrabilité. Je te mettrai le lien d'un outil que j'ai oublié le nom. Donc comment dire, je t'incite vraiment à regarder ce qu'on appelle ton emailing reputation score, où il y a plein de logiciels en ligne qui vont te permettre de voir avec soit ton nom de domaine, quelle est la réputation, soit même tu vas envoyer un emailing à cette adresse et tu vas envoyer un email et en fait il va te dire en fonction de l'expéditeur, en fonction de l'objet de l'email, en fonction du corps de l'email et d'autres indicateurs comme l'adresse IP, quel est le taux de délivrabilité de 0 à 10. Et il faut vraiment arriver à 10 sur 10 pour être sûr que ça passe bien. Et donc, il y a plein de logiciels aujourd'hui d'envoi d'emailing, Mailchimp, Mailgump, Mailjet ou Sendy, je te dis, qui coûte beaucoup moins cher, et tu vas pouvoir paramétrer ton adresse IP. Une autre solution peut être d'utiliser des services comme Amazon Web Services, donc AWS, et parmi leurs services, ils ont un autre qui est encore un acronyme qui s'appelle SES, comme Simple Email Services, où tu vas pouvoir utiliser une adresse. Alors l'IP de mutualiser de Amazon, mais elle a une telle bonne note que c'est quasiment mieux que d'utiliser une adresse IP mutualisée, voire une adresse IP classique que tu vas obtenir chez un fournisseur d'accès Internet. Si ça te paraît trop compliqué, n'hésite pas à m'écrire un commentaire et je me ferai un plaisir de te conseiller sur cet emailing qui marche aujourd'hui extrêmement bien. Et en fait, le troisième conseil que je voulais voir avec toi, c'est ne pas s'appuyer trop sur le texte du pré-header. Ne pas chercher tout de suite à en mettre trop, plus commencer à nouer une discussion. Je t'incite toujours, quand tu envoies des emails, à nouer un premier contact pour inciter les personnes à dialoguer avec toi. Et surtout, ce troisième facteur, en plus de l'adresse email d'expédition, donc franck.parenti@gmail, en plus de l'objet, le pré-header souvent ne s'affiche pas. Il y a des gens qui vont déterminer, par exemple moi sur mon iPhone, je vois pas le pré-header, je vois juste, ça m'intéresse pas, je veux juste voir l'expéditeur, l'objet, et puis après c'est moi qui vais déterminer. Donc de pas trop se focaliser sur ce pré-header. Je sais par exemple, Mailchimp, lui, t'incite vraiment à travailler sur ce pré-header, donc les premières lignes de ton objet de mail, c'est pas indispensable. Et donc pour ce pré-header, il faut que ça soit dans la continuité de l'objet de ton mail pour que ça ne soit pas complètement différent. Parce que souvent les gens vont ouvrir ton email, s'ils tombent sur ton pré-header qui est complètement différent, ils ne vont pas savoir tout de suite ce que tu veux dire. Il faut être simple, il faut être pratique. Il faut que les gens, en une lecture, aient compris ce que tu veux leur faire passer comme message et c'est à eux de déterminer si oui ou non ils vont bien avancer avec toi. Un autre point important qui est de savoir quand envoyer ces emails. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas envoyer des emails le vendredi à 19h. Et pourtant, moi je t'incite à essayer parce qu'en fonction des destinataires, tu peux travailler avec des personnes qui travaillent de chez eux, des cadres qui peuvent continuer à regarder leurs emails. Et comme ils reçoivent peut-être beaucoup d'emails pendant les heures de bureau, tu vas nouer dans la masse. Et peut-être qu'un email vendredi à 19h, comme tout le monde n'envoie jamais d'email vendredi à 19h, si toi tu es que le seul dans la boîte de réception, tu auras peut-être un meilleur taux de délivrabilité. Et donc on l'a vu que les emails qui sont envoyés après la pause déjeuner peuvent avoir un très bon taux d'ouverture, et aussi des emails envoyés le soir. Les gens lisent leurs emails maintenant de plus en plus ce soir avec le télétravail, avec nos téléphones connectés. On a des bien meilleurs taux d'ouverture, nous, le soir que la journée. Et donc, c'est à vous de pouvoir tester. Faites des tests en fonction de vos destinataires, de vos messages, de la date d'envoi et surtout de comprendre quels sont vos objectifs. Est-ce que c'est un meilleur taux d'ouverture pour des messages longs? Peut-être que très clairement le soir, ça peut être excellent parce que les gens vont être plus tranquilles ou au contraire, ils n'ont pas le temps. Donc c'est à vous de déterminer. Nous, on se rend compte que des messages longs, le soir, passent quand même assez bien
Et pour ça, moi, ce que je vous incite, c'est toujours à bien segmenter vos bases de données pour bien lister quelles sont les problématiques que peuvent avoir chaque personne et de soigner l'objet. Pour vérifier ça, sinon tu tapes outils de délivrabilité et tu verras qu'il y a plusieurs outils qui vont vérifier ton adresse IP, ton nom de domaine et après le corps de ton message. Et en fonction de cela, il va te donner une note de 0 à 10.